Bonjour à tous. Dans l'épisode précédent, on a vu pourquoi les pays échangent entre eux. On a parlé des avantages comparatifs, des dotations factorielles et technologiques, de la spécialisation, du commerce entre pays comparables, de la différenciation des produits, de la compétitivité et du débat entre libre-échange et protectionnisme. Mais pour comprendre le commerce international contemporain, il faut aller plus loin. Il ne suffit plus d'imaginer qu'un pays produit un bien complet, puis le vend à un autre pays. Aujourd'hui, une grande partie de la production est organisée à l'échelle mondiale. Un même produit peut être imaginé dans un pays, financé dans un autre, composé de pièces venues de plusieurs continents, assemblées ailleurs, puis vendues dans le monde entier. C'est ce qu'on appelle l'internationalisation de la production. Pour comprendre cette idée, il faut partir de la notion de chaîne de valeur. Produire un bien ou un service ne consiste pas seulement à fabriquer un objet final, c'est une succession d'étapes qui ajoutent progressivement de la valeur. Prenons un smartphone. Avant d'arriver dans la main du consommateur, il a fallu concevoir le produit, développer le logiciel, extraire des matières premières, produire des composants électroniques, fabriquer l'écran, assembler l'appareil, organiser le transport, faire la publicité, gérer la distribution, assurer le service après-vente et mettre à jour les applications. Chacune de ces étapes crée une partie de la valeur finale du produit. La chaîne de valeur désigne donc l'ensemble des activités nécessaires pour concevoir, produire, transporter, vendre et entretenir un bien ou un service. L'internationalisation de la chaîne de valeur signifie que ces différentes étapes sont réparties entre plusieurs pays. Une entreprise ne choisit pas forcément de tout faire au même endroit. Elle peut localiser la recherche et développement dans un pays où se trouvent des ingénieurs et des laboratoires performants, fabriquer certains composants dans un pays où existe un tissu industriel spécialisé, réaliser l'assemblage dans un pays où les coûts de main-d'œuvre sont plus faibles, installer un centre logistique près d'un grand port et vendre le produit sur plusieurs marchés. Ce qui compte, ce n'est plus seulement le pays d'origine du produit final, mais la géographie complète des tâches qui ont permis de le fabriquer. Cette fragmentation internationale de la production a profondément transformé le commerce mondial. Une part importante des échanges ne concerne plus des biens finis, mais des biens intermédiaires. Un pays peut importer des composants, les transformer ou les assembler, puis réexporter un produit. Un autre pays peut exporter une pièce qui sera intégrée dans un bien final vendu ailleurs. Un troisième peut fournir des services de conception, de transport, d'assurance, de programmation ou de marketing. Le commerce international devient alors un commerce de tâches autant qu'un commerce de produits. On ne se spécialise plus seulement dans les voitures ou le textile, mais dans certaines étapes, conception, fabrication de composants, assemblage, logistique, distribution, services numériques, maintenance. Cette évolution rend parfois trompeuse l'idée selon laquelle un produit serait simplement fabriqué dans un pays. Lorsqu'une étiquette indique qu'un produit est assemblé dans un territoire donné, cela ne signifie pas que toute sa valeur y a été créée. L'assemblage peut représenter une part limitée de la valeur totale, tandis que la conception, les composants essentiels, les brevets, les logiciels, la marque ou la distribution peuvent venir d'ailleurs. C'est pour cela qu'il faut distinguer les exportations brutes et la valeur ajoutée réellement créée dans un pays. Si un pays importe pour 900 euros de composants, assemble le produit, puis l'exporte pour 1000 euros, son exportation brute est de 1000 euros, mais la valeur ajoutée créée localement n'est que de 100 euros. Pour comprendre la mondialisation productive, il faut donc regarder qui capte la valeur, pas seulement qui exporte le produit final. Pourquoi les entreprises organisent-elles la production ainsi? La première raison est la recherche de compétitivité. Les firmes cherchent à produire au meilleur coût, avec la meilleure qualité possible, dans les délais les plus efficaces. Or, les territoires n'offrent pas tous les mêmes avantages. Certains disposent d'une main-d'œuvre peu coûteuse pour les tâches intensives en travail. D'autres offrent une main-d'œuvre très qualifiée pour les activités de recherche, de design, d'ingénierie ou de services avancés. D'autres encore possèdent des infrastructures logistiques, des ports, des réseaux numériques, une stabilité institutionnelle, des fournisseurs spécialisés, des ressources naturelles ou un accès privilégié à certains marchés. Les entreprises répartissent donc les étapes de production selon les avantages de chaque territoire. La deuxième raison est l'accès au marché. Une entreprise peut produire à l'étranger non seulement pour réduire ses coûts, mais aussi pour se rapprocher de ses clients. Produire près d'un grand marché permet de réduire les délais, d'adapter les produits aux préférences locales, d'éviter certains coûts de transport ou de contourner certaines barrières commerciales. Par exemple, une entreprise peut implanter une usine dans une région du monde, non pas parce que le travail y est nécessairement moins cher, mais parce que la demande y est forte et qu'elle veut être présente localement. L'internationalisation de la production n'est donc pas seulement une logique de bas coût, c'est aussi une logique d'accès aux consommateurs.
La troisième raison est l'accès à des compétences et à des écosystèmes productifs. Certaines régions du monde sont spécialisées dans l'électronique, d'autres dans l'automobile, d'autres dans la finance, d'autres dans la pharmacie, d'autres dans les services numériques ou le textile. Lorsqu'un territoire concentre des fournisseurs, des travailleurs qualifiés, des infrastructures, des centres de recherche et des entreprises d'un même secteur, il devient attractif. Les entreprises peuvent y trouver plus facilement les compétences, les pièces, les services et les partenaires dont elles ont besoin. C'est ce qu'on appelle parfois des effets d'agglomération. La concentration géographique des activités peut renforcer l'efficacité productive. Les firmes multinationales jouent un rôle central dans cette organisation. Une firme multinationale est une entreprise qui possède ou contrôle des unités de production dans plusieurs pays. Elle peut avoir son siège social dans un pays, des filiales de production dans d'autres, des centres de recherche ailleurs, des fournisseurs répartis dans le monde entier et des clients sur plusieurs marchés. Les firmes multinationales organisent les chaînes de valeur mondiales parce qu'elles peuvent décider où localiser chaque étape de production. Elles arbitrent entre les coûts, la qualité, les compétences, les risques politiques, les infrastructures, les normes, les délais et l'accès au marché. Il faut ici distinguer plusieurs notions souvent confondues. Une délocalisation consiste à transférer une activité productive d'un pays vers un autre. Une entreprise qui ferme une unité de production dans son pays d'origine pour produire ailleurs délocalise. L'externalisation consiste à confier une activité à une autre entreprise au lieu de la réaliser soi-même. Elle peut être nationale ou internationale. Une entreprise peut externaliser son service informatique à une autre entreprise située dans le même pays, ou bien à une entreprise située à l'étranger. Lorsqu'une entreprise externalise à l'étranger, on peut parler d'externalisation internationale. Enfin, l'investissement direct à l'étranger désigne un investissement par lequel une entreprise acquiert ou crée une unité productive dans un autre pays avec une logique de contrôle durable. Ces notions sont liées, mais elles ne veulent pas dire exactement la même chose. Une firme peut donc internationaliser sa production de plusieurs manières. Elle peut créer une filiale à l'étranger et produire elle-même dans un autre pays. Elle peut acheter une entreprise étrangère. Elle peut sous-traiter une étape de production à un fournisseur étranger indépendant. Elle peut importer des composants produits par une autre firme. Elle peut aussi organiser des échanges entre ses propres filiales. Une filiale produit un composant, une autre l'assemble, une autre le commercialise. On parle alors de commerce intra-firme lorsque les échanges se font à l'intérieur d'un même groupe multinational. Ce type de commerce montre bien que les frontières nationales ne suffisent plus à comprendre la production. Une même entreprise peut coordonner des flux de biens, de services, de données et de capitaux entre plusieurs pays. Cette organisation mondiale de la production a été rendue possible par plusieurs évolutions. Les progrès des transports ont fortement réduit le coût et le temps nécessaires pour déplacer les marchandises. La conteneurisation, par exemple, a standardisé le transport maritime et facilité la circulation des biens. Les technologies de l'information et de la communication permettent de coordonner en temps réel des sites de production dispersés. Une entreprise peut suivre ses stocks, ses commandes, ses fournisseurs et ses livraisons à l'échelle mondiale. La baisse de nombreuses barrières commerciales a aussi facilité les échanges de composants et de produits semi-finis. Enfin, les accords commerciaux, les normes internationales, les infrastructures portuaires et logistiques, ainsi que la stabilité de certaines règles économiques, ont permis aux entreprises de construire des chaînes de valeur mondiales. Mais cette fragmentation de la production ne signifie pas que toutes les étapes se valent. Certaines activités captent beaucoup plus de valeur que d'autres. La recherche, la conception, le design, les brevets, les logiciels, la marque, la finance, le marketing et les services après-vente peuvent représenter une part importante de la valeur finale. L'assemblage, surtout lorsqu'il est standardisé et très concurrentiel, peut capter une part plus faible. On parle parfois de courbe du sourire pour représenter cette idée. Les activités en amont, comme la recherche et la conception, et les activités en aval, comme la marque et la distribution, captent souvent plus de valeur que l'assemblage situé au milieu de la chaîne. Cette image n'est pas une loi absolue, mais elle aide à comprendre pourquoi tous les pays insérés dans les chaînes de valeur mondiales ne bénéficient pas de la même manière de la mondialisation. Pour un pays, l'enjeu n'est donc pas seulement de participer au commerce mondial. L'enjeu est de savoir à quelle place il participe. Un pays qui réalise surtout des tâches d'assemblage à faible valeur ajoutée peut créer des emplois et commencer à s'industrialiser, mais il peut rester dépendant de décisions prises ailleurs. Un pays qui maîtrise la conception, les technologies clés, les marques, les brevets ou les services avancés capte généralement une part plus importante de la valeur. C'est pourquoi la montée en gamme est un objectif central pour de nombreuses économies. Il s'agit de passer progressivement d'activités simples et peu rémunératrices à des activités plus productives,
plus qualifiées et plus créatrices de valeur. Cette idée rejoint la notion de compétitivité. Dans l'épisode précédent, on a vu que la compétitivité d'un pays dépend en grande partie de la productivité de ses firmes. Dans une économie mondialisée, cela devient encore plus vrai. Une entreprise exportatrice doit être capable de produire efficacement, de respecter des délais, de garantir une qualité, d'innover, de s'adapter à des marchés différents et de résister à la concurrence internationale. La productivité permet de réduire les coûts unitaires, mais aussi de financer l'innovation, la formation, l'amélioration de la qualité et la montée en gamme. Un pays dont les entreprises sont productives est plus apte à exporter, à attirer des investissements et à conserver des activités à forte valeur ajoutée. Il faut cependant éviter une erreur fréquente. Penser que la compétitivité repose uniquement sur les salaires. Les salaires comptent, surtout pour les activités très intensives en travail, et peu automatisées. Mais ils ne suffisent pas à expliquer les choix de localisation. Une entreprise peut accepter des salaires élevés si la productivité est élevée, si les infrastructures sont fiables, si les travailleurs sont qualifiés, si les fournisseurs sont performants, si la qualité est meilleure ou si la proximité des clients est stratégique. À l'inverse, des salaires faibles ne garantissent pas l'attractivité si les infrastructures sont insuffisantes, si les délais sont incertains, si la qualité est faible, si l'instabilité politique est forte ou si les compétences manquent. La compétitivité est donc un ensemble. Prix, qualité, productivité, innovation, formation, infrastructure, institutions et organisation. L'internationalisation de la production a des effets positifs. Elle peut faire baisser les coûts de production et donc les prix pour les consommateurs. Elle peut permettre aux entreprises de produire à grande échelle, d'accéder à de nouveaux marchés, de combiner les avantages de plusieurs territoires et d'améliorer leur efficacité. Elle peut aussi favoriser le développement de certains pays en leur permettant d'intégrer des chaînes de valeur mondiales. Un pays n'a pas forcément besoin de maîtriser immédiatement toute une industrie pour commencer à exporter. Il peut se spécialiser dans une étape, attirer des investissements, former sa main-d'œuvre, acquérir des compétences, puis progressivement monter en gamme. Pour certaines économies, les chaînes de valeur mondiales ont été un moyen d'entrer dans l'industrialisation. Mais les effets ne sont pas seulement positifs. L'internationalisation de la production peut fragiliser certains travailleurs et certains territoires dans les pays où des activités sont délocalisées ou exposées à la concurrence internationale. Les emplois industriels peu qualifiés ou routiniers peuvent être particulièrement menacés lorsque les entreprises déplacent certaines étapes vers des pays où les coûts sont plus faibles ou où les chaînes de fournisseurs sont plus adaptées. Même lorsque les consommateurs bénéficient de prix plus bas, les travailleurs touchés, par une fermeture d'usine ou par une restructuration, subissent un coût social important. Comme pour le commerce international en général, les gains sont souvent diffus, tandis que les pertes peuvent être concentrées. L'internationalisation de la production peut aussi créer des dépendances. Lorsqu'un pays dépend fortement de fournisseurs étrangers pour des composants essentiels, des matières premières, des médicaments, des équipements électroniques ou des technologies stratégiques, il devient vulnérable aux ruptures d'approvisionnement, aux tensions géopolitiques, aux catastrophes naturelles ou aux conflits commerciaux. Une chaîne de valeur très efficace en temps normal peut devenir fragile en période de crise. Si une seule étape est bloquée, l'ensemble de la production peut être perturbé. La mondialisation productive oblige donc les entreprises et les États à réfléchir non seulement aux coûts, mais aussi à la résilience. Elle pose également des questions sociales et environnementales. Les entreprises peuvent être tentées de localiser certaines activités dans des pays où les règles sociales ou environnementales sont moins strictes. Cela peut alimenter l'idée de dumping social ou environnemental, c'est-à-dire une concurrence fondée sur des normes plus faibles. Il faut toutefois nuancer, les investissements internationaux peuvent aussi diffuser des technologies, des méthodes de production et des emplois plus qualifiés. Tout dépend des règles, des contrôles, des rapports de force et de la capacité des pays à imposer des normes. La question n'est donc pas seulement économique, elle est aussi politique. Comment organiser les chaînes de valeur mondiales pour qu'elles soient efficaces, mais aussi plus responsables? L'internationalisation de la production transforme enfin la manière de penser les politiques publiques. Pour rester compétitif, un pays ne peut pas seulement chercher à produire moins cher. Il doit investir dans l'éducation, la formation, la recherche, les infrastructures, l'énergie, le numérique, la qualité des institutions et la capacité d'innovation. Il doit aider ces entreprises à monter en gamme, à exporter, à se différencier, à améliorer leur productivité. Il doit aussi accompagner les travailleurs touchés par les mutations productives, car une économie ouverte crée des opportunités mais aussi des transitions difficiles. La mondialisation ne supprime pas le rôle de l'État, elle le transforme. L'État doit créer les conditions pour que les entreprises
et les travailleurs occupent une place favorable dans les chaînes de valeur mondiales. Il faut donc retenir que l'internationalisation de la production n'est pas seulement une histoire d'usines déplacées dans des pays à bas salaire. C'est une organisation complexe de la production à l'échelle mondiale, dans laquelle les firmes répartissent les tâches selon les coûts, les compétences, les technologies, les infrastructures, les marchés et les risques. Cette organisation repose sur des chaînes de valeur mondiales, sur les firmes multinationales, sur les échanges de biens intermédiaires, sur les services, sur les investissements directs à l'étranger et sur la capacité à coordonner des activités dispersées. Elle modifie la spécialisation internationale. Les pays ne se spécialisent plus seulement dans des produits, mais aussi dans des fonctions productives. La conclusion de cet épisode est donc la suivante. Dans la mondialisation contemporaine, il ne suffit pas de demander quel pays fabrique quel produit. Il faut demander quelle entreprise organise la production, quelles étapes sont réalisées dans quel pays, où se crée la valeur, qui la capte, quels travailleurs sont gagnants, quels territoires sont fragilisés et quelles dépendances apparaissent. Le commerce international et l'internationalisation de la production sont liés, mais ils ne sont pas identiques. Le commerce international désigne les échanges entre pays. L'internationalisation de la production désigne l'organisation mondiale des étapes de production. Ensemble, ils expliquent pourquoi nos économies sont si interdépendantes. Cette interdépendance peut créer des gains de productivité, des prix plus bas, de la variété, de l'innovation et du développement. Mais elle peut aussi produire des inégalités, des vulnérabilités et des tensions. Pour le bac, il faut donc retenir l'idée centrale. La mondialisation productive est une mise en réseau des territoires par les firmes, et la place occupée dans cette chaîne mondiale détermine en grande partie les gains que chaque pays, chaque entreprise et chaque groupe social peut en tirer. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésite pas à t'abonner, à partager et surtout à foncer écouter les suivants. À très vite.